Merci, c'est pas aussi. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Khalil Koundi, je suis associé du cabinet de Deloitte, je suis basé à Tunis et je suis en charge du secteur des télécoms, médias et technologies sur la région de l'Afrique francophone. Donc en montant dans l'escalier juste avant, en fait, j'ai pensé à trois enjeux, en fait, trois types d'enjeux en fait, dans cette intervention. La première, c'est que je vais intervenir en pleine période de déjeuner, donc j'espère vous retenir pendant les 45 minutes. La deuxième, je vais vous présenter, j'ai prévu initialement de vous présenter donc une sorte d'étude qui a été faite par Deloitte, qui a été publiée il y a 2-3 jours, et qu'on présente pour la première fois, qui est une sorte de baromètre. Un baromètre de ce qu'on appelle de la maturité digitale des entreprises africaines. Donc c'est une première étude, donc c'est une sorte de première édition qu'on fait. Et comme ça s'appelle un baromètre, donc l'idée c'est de le faire en fait, chaque année, et surtout de mesurer les évolutions en fait, d'une année à l'autre. Donc cette année, c'est plutôt une sorte de photo, donc en fait, vu que c'est la première. Mais l'idée, en fait, derrière, c'est de le faire chaque année, et comme ça, on pourrait en fait, partager avec vous l'évolution de la maturité digitale en fait, des entreprises africaines, donc au fil des années, sur les différents axes, justement, de la transformation en fait, digitale de l'Afrique. Le troisième enjeu, je passe en fait, juste après Jean-Michel, qui a fait un formidable ouvrage sur le digital en Afrique, d'ailleurs en fait, que je vous conseille de lire, même si on est concurrent, mais quand il y a de très belles choses qui sont faites, il faut le signaler. Et je passe justement en fait, juste après, et en même temps, j'ai organisé mon intervention en deux parties. Donc j'ai pas voulu passer 45 minutes à partager des chiffres et des slides, et des pourcentages et des moyennes par rapport à tous les axes de ce baromètre. Je pense que ça va être ennuyant, et on va me dire directement c'est des slides de consultants, mais d'organiser en deux parties. Donc la première partie, justement, c'est d'essayer de partager avec vous un peu ce qui se passe au niveau en fait, macroéconomique dans le monde. Et quel est le rôle dans l'Afrique dans tout ça. Donc Jean-Michel a beaucoup parlé de ça, de la première, la deuxième et la troisième en fait, révolution. Ce que j'ai proposé de partager avec vous, c'est de quand même parler de cette quatrième révolution. Donc il y a certains qui disent que c'est une phase 2 de la troisième, ou ça peut être un premier acte de la quatrième, mais peu importe la définition. Mais j'ai insisté à partager avec vous en fait, sur ce qui se passe sur cette future quatrième. Donc, effectivement, on est en plein milieu de la troisième. D'ailleurs en fait, j'ai une simple question à poser. En fait. Je veux savoir dans toute l'assistance, quelles sont les personnes qui sont dans le domaine de l'IT, donc des DSI ou bien des responsables d'IT. Donc s'ils peuvent juste lever la main. Donc à 80%. Quelles sont les personnes qui ne sont pas du tout du domaine de l'IT, RH, finance, direction générale? 2 personnes, d'accord. Donc on est en plein milieu de la troisième révolution, effectivement. Et donc ce que je voulais partager avec vous d'abord, c'est de comprendre justement en fait, ce monde qui est en train de changer aujourd'hui, et quels sont les facteurs et les vecteurs et toutes les dynamiques qui sont en train de se mettre en place pour essayer de comprendre véritablement ce qu'on veut dire par la transformation digitale. On a souvent la compréhension de la transfo digitale, c'est de en fait, améliorer en fait, l'efficacité opérationnelle, c'est d'améliorer le fonctionnement, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus, c'est vraiment, il y a beaucoup de cas de rupture qui changent, qui sont en train de changer en fait, complètement en fait, l'équation de l'évolution de toute notre économie en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de cette nouvelle forme d'économie, l'économie de partage, donc l'économie en fait, collaborative, et c'est des équations complètement différentes. Et là, on ne parle pas du tout de juste en fait, digitaliser les process, mais de changer complètement les business models. Et justement, je vais aborder quelques cas. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je pense que l'Afrique a un rôle très important dans ça. Pourquoi? Parce que justement, comme l'a dit en fait, Jean-Michel, l'Afrique, ce qui est spécifique en Afrique, en fait, c'est qu'elle est très habituée à faire des sauts. Et même faire de grands sauts. Et ne pas passer par toutes les étapes auxquelles sont passés en fait, tous les marchés en fait, développés, mais à faire de grands sauts. Et ce qui est intéressant dans cette quatrième en fait, révolution, c'est qu'on peut y aller en fait, directement, sans passer ni par la première, la deuxième, la troisième. Et je vais essayer justement d'illustrer cela avant de passer au baromètre. Donc on va aller d'abord au fait, 27e étage, et quand je vais parler du baromètre après, donc on va descendre sur terre un petit peu. Donc Jean-Michel aussi l'a dit juste avant, la première révolution. Donc c'est important de rappeler l'histoire, parce que c'est de là où l'histoire, pour moi, c'est une sorte en fait, d'éternel
d'éternel recommencement. La première, donc fin du 18e, donc c'était celle du charbon, celle de la machine à vapeur, qui a généré toute l'industrie du textile, toute l'industrie en fait, métallurgique, les ponts, les chemins de fer, etc. Ça, c'est la première. La deuxième et la troisième, elles sont devenues en fait mondiales. Donc, effectivement, la première elle était localisée au niveau du Royaume-Uni. La deuxième et la troisième, elles sont devenues mondiales. Donc la deuxième, fin du 20e, c'est celle du pétrole, c'est celle de l'électricité, c'est celle des nouveaux métaux, donc l'acier, l'aluminium, et qui a fait en fait exploser tout le secteur automobile. Ça, c'était la deuxième. Alors la troisième, après les définitions peuvent être différentes. La troisième qui est, je pense, toujours en cours aujourd'hui, et on est, je pense, à la fin de la troisième, parce que je pense que la troisième, donc elle va finir avec ce qu'on appelle en fait l'ubérisation, et post-ubérisation, on va entrer dans la quatrième, justement. Donc la troisième, fin des années, début des années en fait 70, jusqu'à 2000, donc avec toutes les recherches au niveau du domaine de tout ce qui est en fait nucléaire, donc c'était la révolution de la résine, de tous les composites en fait silicone, et qui ont après en fait générer tout ce qui est autour de l'internet, en fait, tout ce qui est en fait technologie de communication. Et ça c'était la troisième, et qui est en train de continuer aujourd'hui. Donc l'arrivée de l'internet, sachant qu'à l'époque, enfin si vous vous rappelez tout ce qui est en fait technologie de communication, tout ce qui est poste, c'était considéré comme une sorte de moyen de transport. En Tunisie, il y a 20-30 ans, les PTT, c'était une filiale du ministère du Transport. Donc là, on parle du secteur du transport, quand on parle de communication. Et donc même aussi de l'Internet. Après, ça a changé, bien sûr. La quatrième, justement, et je pense qu'il est intéressant ici, quel est le point commun entre tout ça, entre toutes ces trois en fait, révolutions? Il y a toujours le même point commun sur cette quatrième. C'est que ces révolutions industrielles, quand elles se sont opérées, c'est parce qu'il y a eu une synergie en fait, d'innovation dans trois secteurs en même temps. Le secteur de l'énergie, le secteur du transport, qui sont les deux moteurs de toute économie, et tout cela en fait, accéléré par la technologie. C'est cette sorte de en fait, simultanéité qui a fait cette explosion en fait, d'innovation. Et c'est pour ça que je parle de la quatrième aujourd'hui, qui est en cours et qui est en train d'arriver, je pense, à grands pas. La quatrième, c'est pareil. C'est la synergie en fait, d'innovation entre l'économie en fait, collaborative, donc ce qu'on appelle le collaboratif digital, donc l'Internet qu'on connaît aujourd'hui, l'Internet de l'information, le Facebook, etc. Mais synergie avec ce même type de modèle qui va se proliférer dans le secteur de l'énergie. Demain, on va être tous producteurs d'énergie. Il n'y aura plus l'opérateur national d'énergie. On va tous produire de l'énergie, on va tous la vendre et on va tous la consommer. Et ça, c'est l'Internet de l'énergie qui est en train d'arriver. Au niveau du secteur du transport, c'est pareil. C'est cette notion collaborative qui va être, en quelque sorte, contaminée vers d'autres secteurs. Le secteur du transport, pareil. Aujourd'hui, notre enjeu dans le monde, c'est quoi? C'est assurer la transition en fait, énergétique, protéger en fait, l'environnement et optimiser tous nos différents en fait, moyens de transport. Il y a trop de personnes dans le monde, en termes de population, il y a de plus en plus de monde. Et nos enjeux globaux aujourd'hui, c'est comment optimiser plus les ressources, l'eau, en termes d'électricité, etc. Il y a des consommations qui sont de plus en plus fortes, donc on le voit aujourd'hui, hein, les opérateurs électriques, les opérateurs d'eau, etc. Il y a de plus en plus de difficultés à gérer la consommation. Donc l'enjeu aujourd'hui, comment à travers cette quatrième révolution, par le collaboratif digital, d'optimiser plus les ressources, de protéger en fait, l'environnement et d'avoir un environnement social avec plus de bonheur, disons. Et c'est ça justement en fait tout l'essence, et tout cela bien sûr, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans toutes les nouvelles formes d'énergie. En ce moment aujourd'hui à Tunis, il y a le salon de l'énergie nouvelle, donc je vous invite à le voir, et essayer de voir ce qui se passe dans ce secteur. Les modes de transport, pareil. On sera dans des modes de transport de plus en plus en fait, banalisés. On va de plus en plus partager. Aujourd'hui, un véhicule passe plus de 80% de son temps en parking. Il y a le digital qui est en train
qui est en train aujourd'hui d'apporter une nouvelle forme d'équation dans ce type de secteur. Aujourd'hui, on va de plus en plus partager. On estime même que dans 30-40 ans, la production automobile, elle va en fait diminuer parce qu'on va de plus en plus partager ce type de ressources. Donc c'est une menace justement pour toute l'industrie automobile parce que justement, ça vient avec le collaboratif digital. Et c'est ça la quatrième révolution. Voilà. Pourquoi je parle de tout ça? Et donc finalement, on parle de la quatrième en fait, révolution. On parle en fait des trois Internets. L'Internet qu'on connaît aujourd'hui, l'Internet de l'énergie et l'Internet des transports. Finalement, il y aura une sorte d'Internet dans tous les secteurs apporté par cette notion en fait, d'économie de partage. Ce qui est intéressant ici à voir, cette nouvelle forme d'économie, l'économie collaborative, qui est en fait drivée par cette quatrième révolution, ou l'acte 2 de la troisième. Il y a plusieurs règles, on pense qu'elles sont bien figées, mais il y aura de nouvelles activations qui vont complètement changer le fonctionnement socio-économique dans le monde. Il n'y aura plus de distinction entre le consommateur et le producteur. Essayez de voir aujourd'hui ce qui se passe sur Facebook, le secteur des médias. On est tous producteurs de toutes sortes d'informations, mais on est en même temps aussi les consommateurs. Il n'y aura plus de distinction claire entre les deux. Demain, on sera tous producteurs d'énergie. Il y a 50 ans, on faisait les mèches dans les maisons. Je suis certain que ça va venir un jour. Et qu'on sera tous producteurs de ressources et en même temps les consommateurs. Et ça, c'est grâce à tout ce qui est en train d'arriver avec le digital, qui est en train de se faire à petite échelle aujourd'hui. On le voit dans le secteur de l'informatique. Les développements informatiques aujourd'hui ils se font plus en mode communauté. C'est une sorte de communauté où tu as à la fois les consommateurs et aussi les producteurs qui font des développements. Le secteur du gaming, pareil. C'est le joueur qui est lui-même le développeur. Le secteur de la musique, le crowdsourcing, tout ça, c'est des choses qui vont dans ce sens-là. Et ça, c'est un peu le sens de l'histoire. Deuxième point important, on a figé dans nos règles en fait, économiques qu'un produit personnalisé coûte plus cher et demande des délais plus importants. Avec la quatrième révolution, ça c'est fini. Aujourd'hui, on peut avoir un produit 100% personnalisé à nos besoins, instantanément, et qui coûte moins cher. Ça c'est nouveau. Je vous cite un exemple que j'ai cité avant. Il y a une usine à peu près en fait, 1 heure de route d'ici, qui fait de l'impression 3D de portes et de fenêtres, avec un composite qui est un mix de plastique et de bois. Ils ont la capacité de fabriquer des portes et des fenêtres, même avec votre image sur la porte, 100% en fait personnalisé, ça coûte moins cher, et vous l'avez demain. Ça, c'est une nouvelle équation économique. Et ça vient avec le digital. L'impression 3D, ça peut paraître un truc futuriste, mais c'est en train de changer beaucoup de choses. Ça va changer tout le secteur du transport. On aura besoin de moins de transporter les choses, parce qu'on peut imprimer des choses en 3D proche de chez nous. Et ça se passe, le cas de l'usine ici, donc ça c'est en Tunisie, hein. C'est pas Palo Alto, etc. Donc l'autre point important, une règle aussi, il faut produire en masse pour pouvoir en fait, réduire le coût. La notion de l'usine du monde. La Chine est en train de changer complètement de stratégie, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec la quatrième révolution, ça c'est fini. Il n'y a pas besoin de produire en masse pour essayer de réduire les coûts. Avec tout ce qui arrive avec le digital, l'économie en fait, collaborative, ça c'est fini. Et donc il y a un shift qui est en train de se faire au niveau mondial dans ce sens-là. Le dernier point, et ce n'est pas les moindres, c'est tout l'essence de l'économie en fait, collaborative. On a l'habitude, pour un besoin temporaire, d'acheter le produit à vie. Ça c'est fini aussi. Avec l'économie collaborative et les plateformes de partage, vous pouvez avoir votre produit, vous l'avez besoin pour une durée de X temps, vous le prenez, après vous pouvez le revendre directement. Donc la notion de propriété et de capital, elle devient de moins en moins importante. On va de plus en plus partager sur des durées, en fait, limitées. Donc on va en fait, optimiser plus les ressources, que ce soit un véhicule ou même une maison. On le voit aujourd'hui, hein, donc avec les Airbnb, etc. On est plutôt sur une logique d'acheter en CDD, d'acheter dans une période limitée, et puis de se débarrasser de produits une fois qu'on en a plus besoin. Je pense dans 20-30 ans, un enfant de 4 ans, il a besoin de jouer, il n'y aura plus besoin d'acheter.
faut aller sur une simple plateforme, le prendre pour la durée dont on a besoin, puis le remettre, et puis ça repart dans le circuit. Et ça aussi, c'est une équation économique fondamentale qui est en train de changer avec cette quatrième révolution. Alors, la question, en fait, l'Afrique dans tout ça. Alors, ça, c'est plus ma conviction en fait, personnelle. Ça fait 5 ans que je suis en vadrouille, enfin, un peu partout en Afrique, de voir un peu tous les marchés, etc. Mon sentiment dans ça, c'est que je pense que l'Afrique peut avoir un rôle central dans cette quatrième révolution. Pourquoi? C'est des marchés, comme a dit Jean-Michel, qui sont très habitués à faire des sauts technologiques. Ils sont habitués à, au lieu de faire étape 1, 2, 3, 4, 5, de passer directement à la 5. Ça, c'est clé. Et on peut en fait gagner beaucoup de temps dans ça. Comme a dit Jean-Michel, en fait, ça a pris à la France en 80 ans, ça peut se faire en 15 ans ici. Et encore plus. Donc avec ces nouveaux modèles. C'est des populations jeunes. Jeunesse, ça veut dire innovation, ça veut dire nouveau type de modèle, des changements de paradigme. Et ça, c'est aussi clé. Plus de la moitié de la population africaine, et les jeunes. La culture de partage, ça c'est important aussi. Avec l'évolution en fait, technologique depuis maintenant des décennies, ça a quand même créé dans les pays en fait, développés ce qu'on appelle la technocratie. On est devenu tributaire de la technologie, donc beaucoup plus individualiste. Comme a dit, d'ailleurs, il y a une sorte de citation en fait, célèbre en fait, d'Einstein. Il arriverait un jour où il y aura trop de technologie, on va produire des en fait, générations en fait, idiots. Parce qu'on sera tellement en fait, esclave de la techno, c'est ce qu'on appelle la technocratie. Donc cette culture de partage, elle est toujours là aujourd'hui. Parce que justement, il n'y a pas eu ces étapes encore de la technocratie en fait, à outrance. Et cette culture de partage, elle existe, pas avec le digital aujourd'hui, mais c'est un terreau qui est très fertile. Aujourd'hui, dans les cultures en Afrique, on vit un peu souvent en groupe. Les relations sociales sont souvent en groupe. On a toujours le voisin, on traite quelque chose, etc. Ça, c'est à petite échelle. Mais le digital, il peut vraiment accélérer tout ça. Donc il y a ce terreau-là. L'environnement en fait, réglementaire qui est moins rigide et moins en fait, résistant au changement. Ce qui est intéressant, et c'est le cas du développement en fait, du paiement, en fait, le paiement en fait, via le téléphone mobile, il a prospéré initialement, en fait, c'était par accident. Parce qu'il n'y avait pas un environnement en fait, réglementaire rigide qui imposait aux opérateurs télécoms de ne pas faire des services financiers. Ça s'est passé au Kenya par hasard, parce qu'il y avait un opérateur télécom qui avait plus de 80% de part de marché, donc il avait pratiquement toute la base client, et donc il a pu avoir un service de masse. Mais le fait qu'il y a ce flou, je dirais, un peu positif, dans les environnements en fait, réglementaires, ça permet de tester plein de choses, d'avoir de nouveaux types en fait, d'innovation. C'était le cas du M-Pay, c'est ça. Il est venu en fait, par accident parce qu'il y avait un flou juridique, quelque part. Et donc ça a permis de prospérer ce type de service. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je dirais, c'est un plus. Le dernier point, l'économie en fait, collaborative en fait, dont je parlais justement maintenant, elle est très accessible. Elle est moins en fait, capitalistique. Entrer dans l'économie collaborative et en fait, développer des services, il n'y a pas besoin de réseaux de distribution énormes, il n'y a pas besoin de niveau d'investissement énorme. Il faut juste avoir des personnes qui arrivent en fait, à développer des services innovants. Ça, c'est facile. Il faut juste avoir justement le bon écosystème pour ça. Et ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Et c'est ça qui est intéressant. L'Afrique peut avoir un rôle très intéressant dans le développement des services innovants. Et tout le volet, tout ce qui touche, bien sûr, il faut développer tout ce qui est infrastructure, il faut développer les usages. Pour moi, ce n'est pas le point clé. J'ai eu l'occasion de faire des stratégies digitales, notamment celle de la Tunisie, donc Tunisie digitale, on a fait celle du Bénin, d'autres pays, de toute la région de la CEDEAO. Il y a un focus que je trouve qui est un peu en fait anormal. On pense toujours à comment développer les infras, les PPP, les investissements, infra, télécom, pénétration, les taux de smartphone, etc. Développer les usages, mais ça c'est de la consommation. On va être simple consommateur. Le plus important, c'est le troisième axe. C'est comment développer les écosystèmes d'innovation, les écosystèmes de l'entrepreneuriat, pour pouvoir être une sorte de créateur de valeur, pour qu'on puisse créer des services et éviter la fuite des revenus. Aujourd'hui, si on va se focaliser que sur l'infra et sur les usages, on va devenir un super consommateur, mais avec les 80% de la valeur qui sort du continent. C'est ça le danger aujourd'hui. Et embarquer dans la quatrième
cette quatrième en fait, révolution, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Un développeur dans un pays X, il peut vendre à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de frontières entre les pays. Justement, je sais qu'il y a des freins aussi en Tunisie par rapport à ça. Il y a un certain niveau de frustration par rapport à ça. C'est pour pouvoir donner l'accès au marché global à l'écosystème local, parce qu'eux, justement, ils veulent entrer dans cette économie en fait, collaborative. Le marché du gaming, le marché de... Il y en a plein. Eux, ils sont citoyens du monde. Ils veulent vendre partout. Et c'est ça le modèle. Il n'y a pas de frontière entre les pays. Et c'est ça, justement, les actions. Et justement, on a parlé des atouts. Il y a quand même, il reste en fait des enjeux de taille à lever. On parle toujours de digital gap en termes de pénétration télécom. Mais pour moi, ce n'est pas le souci principal. Le souci principal, c'est surtout le energy gap. Il faut électrifier l'Afrique, parce que ça, c'est un prérequis majeur. Après, le digital pourra venir. Dans tout ce qui est télécom, etc., on aura les startups partout, on aura les B. Il y a un enjeu vital en Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en fait l'énergie gap. Ça, c'est vraiment... Là, je fais encore appel le lien entre le transport, l'énergie et aussi la technologie. Donc, on trouve toujours ce trio au fond. L'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Ça, c'est clé pour qu'on puisse embarquer dans cette quatrième révolution. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, je dirais à la mode, mais c'est bien, c'est le développement de tout ce qui est en fait l'incubation, l'écosystème de tout ce qui est en fait start-up, tout ce qui est logique en fait d'incubation. Ça, c'est très bien, pour qu'on puisse sortir des idées et les pousser. Mais la pérennité des start-up n'est pas assurée par le process d'incubation. Ce qui vient après, c'est surtout les modes de financement de ce type de start-up. Et pourquoi je parle de ça ici? Parce que je suis convaincu aussi que cette rupture digitale et cette quatrième révolution ne pourra jamais être apportée par les opérateurs classiques économiques.